Bonjour Jonathan, Bonjour Jonathan. merci de nous recevoir ici, chez toi. Très content en tout cas de parler de ce monde difficile, complexe de la filière fruits et légumes. Tu as une expérience, tu vas nous en dire un petit peu plus sur ce que tu as fait par le passé. Euh, on va parler de ton parcours, on va parler de la filière fruits et légumes, euh, on va parler de ta vision globale du commerce des produits frais. Un produit frais, il n'y a pas de gen code sur une banane ou sur un avocat, donc c'est pas comme un produit de consommation, c'est beaucoup plus complexe à gérer. On va parler aussi des enjeux pour la distribution, globalement. Et on parlera aussi de Consensio, parce que tu as rejoint Consensio il y a quelques mois maintenant. Euh, Exact, oui. voilà, qui est dirigé, fondé par Vincent Rousseau notamment, Benoît Van de Viver. On a Exact, déjà oui. reçu d'ailleurs sur le podcast. Première question, Jonathan, question classique. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous parler un peu de ton parcours et aussi de ton rôle chez Consensio? Bah ouais, c'est gentil, je suis content d'être avec toi, Jonathan. Alors ça va pas être évident pour toi, Jonathan, Ouais, mais on va faire de notre mieux. ouais. Donc, ouais, bienvenue à la maison. On est à Basse-Bretagne et on est dans la ferme de ma petite femme qui est éleveuse de blondes d'Aquitaine. Donc moi, j'ai 41 ans et j'ai travaillé pendant 18 ans dans le commerce des produits frais pour une coopérative au début néerlandaise qui s'appelait Greenery. Ouais. Et donc j'étais basé aux Pays-Bas et j'exportais des produits, des fruits et légumes des Pays-Bas vers la France. Et depuis 2015, après j'ai rejoint la France et on s'est concentré sur des produits français Ok. vers la France. Et ton rôle, c'était quoi du coup chez Galerie? Alors je suis rentré en 2004 comme stagiaire et après j'ai terminé dans la direction commerciale. Donc j'animais une équipe commerciale et surtout je faisais en sorte de trouver les meilleures solutions pour nos produits. Donc, beau parcours. Tu connais la filière, je pense, de A à Z. Quelle évolution, enfin, quel regard tu tires justement sur cette évolution de la filière fruits et légumes en 20 ans de carrière pour l'instant? C'est une bonne question parce que honnêtement, elle a très peu évolué dans la forme du travail. Je me souviens quand j'étais rentré à Hoursteller, on faisait nos offres sur le Minitel pour lancer une Carrefour. Mais je regarde maintenant, c'est toujours quelque chose d'actualité. Donc, dont les outils, ils ont un peu évolué. On a d'autres supports, mais les méthodes de travail sont restées, je peux dire, traditionnelles. Ouais. Et elles fonctionnent assez bien. Donc, tu as connu le Minitel, tu as connu le fax, tu as connu Ouais, l'arrivée d'Internet. ouais, l'email, le SMS et les messageries instantanées. Donc j'ai vu l'évolution, mais après c'est simplement des petits outils qui sont rajoutés, mais le travail a très peu évolué. Les produits ont évolué. Hein, il y a quelques manières de travail qui ont changé, mais il n'y a pas eu vraiment de révolution dans le commerce des fruits et légumes en 18 ans de carrière. Non. Ouais, quand tu parles de révolution, tu entends, je pense, de numérisation, je pense, en partie. Comment on explique justement, alors, est-ce que c'est considéré comme un retard ou est-ce que tout le monde travaille bien comme ça et du coup il n'y a pas forcément de choses à modifier? Ouais, c'est retard ou pas, c'est que c'est un système qui fonctionne. Donc oui, pour moi qui a été à cette position dans le commerce, je voyais des outils qui pouvaient nous aider à être meilleurs. Ouais. Mais pour beaucoup de clients, c'était une normalité. Donc oui, là, les outils peuvent aider les producteurs, les coopératives à mieux travailler. Oui. Et ton rôle chez Consensio, parce que tu as rejoint l'entreprise, la start-up il y a quelques mois. Quel est Ouais, ton rôle aujourd'hui? j'ai d'abord été client de Consentio en 2018 avec Greenery. Donc j'ai vu le produit évoluer, j'ai vu les possibilités de cet outil. Ouais. Et donc j'ai rejoint en janvier cette année le Consentio et donc je m'occupe du développement commercial sur la France et les Pays-Bas principalement. Alors toi qui connais bien la filière fruits et légumes, moi pas du tout pour le coup. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Quels sont les différents acteurs? Comment ça se passe du producteur jusqu'au rayon? Oui. Beaucoup d'étapes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est le panorama et comment se dresse justement cette filière? Ouais, alors il y a plusieurs chemins pour arriver au consommateur, mais on va dire le chemin le plus traditionnel qu'on a, c'est un producteur qui travaille avec une coopérative ou un metteur en marché, Ouais. qui va aller livrer une plateforme donc de centrale d'achat, et cette plateforme de centrale d'achat va livrer différents magasins. Okay. Donc ça c'est le schéma traditionnel. Après il y a d'autres schémas qui existent, des producteurs qui sont assez gros pour travailler directement en centrale d'achat, ou des producteurs qui décident de travailler avec des magasins localement. Ouais. Donc ça c'est la partie, on va dire, grande et moyenne distribution. Après on connaît la RHD, la restauration en domicile, qui est aussi Ouais. très importante
pour les produits frais. Oui. C'est ça, on a des producteurs qui sont réunis en coopérative, c'est Oui. ça, qui vendent du coup leur marchandise à des grossistes. Oui. Et ensuite, le grossiste fait l'intermédiaire avec le distributeur. Alors, le grossiste, il a un autre rôle pour moi. Alors dans ce que tu viens de dire, c'est plutôt le producteur qui va à une coopérative, qui va en centrale d'achat, ou la solution du producteur qui va à un grossiste. Mais les grossistes vont travailler plutôt avec des magasins en direct. Ok. Je pense qu'il y a pas, il y a quelques grossistes qui travaillent en centrale d'achat, hein, mais c'est pas le chemin qui est utilisé. C'est que les centrales d'achat ont pour objectif d'aller au plus proche de la production. Donc, ils vont aller vers des coopératives ou des metteurs en marché qui sont qui regroupent des producteurs. Et en quoi ça a changé justement la distribution? Parce que on met des intermédiaires, c'est une chose. Est-ce que c'est parfois cohérent d'avoir justement cet intermédiaire? Je prends un exemple tout bête, mais on produit des tomates à Brest, par exemple. Est-ce que c'est nécessaire de les envoyer en centrale d'achat à 100 km plus loin, plutôt que de les livrer directement autour du point de vente? Bah ça c'est une bonne question. Après, il y a une logique de massification. Hein. Je veux dire, les entrepôts des plateformes de centrale d'achat, ils existent pour massifier les flux. Et ça fonctionne très bien. Après, c'est très difficile pour un producteur d'aller... tu parles d'un magasin à Brest, mais il n'a pas assez pour vivre, donc il faudrait qu'il livre une vingtaine de magasins. Ouais. Donc là, il va aller contre la massification. Ouais. Et ça va même lui coûter plus de temps et d'argent. Si ça n'est pas assez rentable, il ne faut pas suffisamment de masse. C'est ça, oui. Donc là, la plateforme a vraiment pour objectif de massifier les achats pour les magasins, oui. On a parlé au tout début justement de la transformation du secteur. Tu disais qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'évolution. Quel est l'état des lieux actuellement de la filière fruits et légumes? Si on devait dresser un état des lieux, force, faiblesse et les différentes problématiques qu'ils peuvent rencontrer. L'état des lieux, c'est que les volumes de la production française diminuent. Ça, c'est une grosse problématique. Donc, on produit un peu moins et on va importer un peu plus. Et ce qu'essaye de faire l'État français, c'est d'aider la production française par différents moyens pour gagner ces nouveaux volumes, pour être capable de mieux répondre à la consommation française. Oui. Donc aujourd'hui, on produit moins. Ça, c'est côté vraiment pour les producteurs directement. Si on va un peu plus loin, peut-être au niveau des fournisseurs, au niveau des magasins, est-ce qu'il y a des problématiques aujourd'hui au niveau de la filière fruits et légumes? Les problématiques, est-ce qu'il y a des problématiques? Il y en aura toujours. Ce qu'on voit vraiment qui est de plus en plus important, c'est bien sûr le côté national, mais le côté local. Donc le magasin, il aura une volonté d'acheter au niveau de la centrale pour des grandes références, mais il devra aussi s'ouvrir aux petits producteurs ou grossistes locaux pour être capable de répondre à cette demande de produits locaux. Oui. Ça, tu le ressens toi en magasin? Alors, tu as des contacts avec des magasins, tu as des contacts aussi avec des enseignes. Tu sens déjà cette effervescence autour de l'offre locale, justement? Oui, on la sent, clairement. Oui. Et c'est devenu quelque chose. Avant, c'était une réflexion. Maintenant, c'est quelque chose qui devient obligatoire. Et différentes enseignes avec différents outils le mettent en avant. Comment ça se matérialise? On voit beaucoup de communication, tu vois, au niveau des enseignes, qu'ils font très bien. Mais en magasin, comment ça se répercute? En magasin, ça se répercute par de l'affichage, par mettre en avant le producteur, par lui demander de participer à des événements de producteurs en magasin. Et ça, c'est très bien. Et ce qu'on a vu avant, c'est que les producteurs avaient une certaine peur de livrer les magasins, alors que c'est vraiment quelque chose qui est très positif pour eux, parce qu'ils ont une capacité de commercialisation qui est importante et une facilité dans les achats. Et ce qu'on essaye, et ce que j'essaye de faire maintenant dans ma nouvelle aventure, c'est de donner des outils pour ces producteurs ou ces coopératives pour valoriser leur production et mieux vendre. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais. Tu parlais de relations. On dit souvent qu'il y a un rapport de force entre les distributeurs et les producteurs. En off, tu m'as déjà dit que c'était pas vraiment le cas. Alors ça a été le cas effectivement il y a quelques années. C'est plus forcément le cas aujourd'hui. Ouais, tu me l'avais dit ça. Et je l'ai beaucoup entendu, mais par rapport à mon expérience avec les différents distributeurs avec qui j'ai travaillé, j'ai toujours eu une relation juste et collaborative où on essayait ensemble de trouver les solutions. Et c'est ça qui est un peu compliqué avec les fruits et légumes, c'est que tous les jours on est au combat, dans le sens où tous les jours la qualité va être différente, les volumes vont être différents et les prix vont être différents. Et en plus, on doit livrer quotidiennement nos clients. Donc il y a la question de la logistique
où normalement tout se passe bien, mais ça peut arriver qu'il y ait un ou deux petits camions qui est en retard par rapport à un accident sur la route ou la météo. Oui. Ouais, parce que finalement, la logistique, c'est un petit problème pour cette filière, parce qu'il y a d'autres problèmes qu'on a identifiés, comme la mécanisation, le recrutement. De plus en plus de producteurs aujourd'hui ont du mal à recruter, justement, et vont chercher de la main-d'œuvre dans des pays d'Europe de l'Est, par exemple. On parle aussi de l'inflation sur les produits. On a des fraises des fraises d'Espagne qui coûtent moins cher que des fraises produites en France, même si elles sont importées. On a des haricots verts qui viennent de Madagascar, alors qu'on en produit aussi en France. Est-ce qu'on peut relister peut-être des différents enjeux actuellement de la filière? Alors, on va commencer peut-être par les ressources humaines. Est-ce que toi, tu le ressens? Oui, clairement, c'est quelque chose d'important parce que la production demande de la main-d'œuvre pour récolter les fruits ou légumes, et c'est une vraie problématique parce que c'est des métiers qui sont durs, et il est très difficile pour de plus en plus de producteurs d'avoir des bonnes personnes. Et donc, comme tu l'as dit toi-même, on voit dans différents sites de production de la main-d'œuvre qui vient de Pologne, par exemple. Ouais, Pologne, Roumanie, j'ai l'impression aussi. Ouais, alors je connais pas tout parfaitement, mais on sent qu'il y a ces gens-là, ils viennent travailler 7-8 mois dans l'année en France, pendant la saison, et ils gagnent assez d'argent pour partir au pays et passer les fêtes de Noël en famille. Et on est très content, les producteurs, de les avoir, parce que c'est des gens qui sont courageux comme tout le monde, mais qui sont là que pour le travail. Oui. Ce manque de ressources humaines, ça implique ou ça provoque cette mécanisation aussi. Alors on voit moi j'ai vu des robots par exemple qui cueillaient les fraises par exemple. Moi je l'ai pas vu de mes propres yeux, mais j'ai vu des choses en tout cas se développer. Est-ce que toi tu en as vu d'autres? Est-ce que c'est aussi un enjeu important pour la filière fruits et légumes justement de mécaniser aussi ces tâches? Ah ouais, complètement. Ouais. On voit une accélération, pas mal d'entreprises qui travaillent dessus, des startups aussi. Tu vois ça? Ouais, sur le triage des fruits, sur l'effeuillage dans les serres pour tout ce qui est tomates, poivrons ou aubergines. Donc, il y a vraiment une accélération de ces outils-là. J'ai pas encore vu vraiment d'outils qui dit ça va fonctionner, c'est parfait, parce que c'est des outils qui demandent beaucoup d'investissement et de temps de réglage. Donc là, ils sont plus dans les prototypes, dans les phases pilotes. On teste, ouais. Mais on en a une à Saint-Malo, alors j'ai oublié le nom de l'entreprise, mais qui font des tests avec des producteurs bretons sur ce type d'outils. Oui. Et une autre problématique, c'est l'inflation, sujet extrêmement d'actualité. J'expliquais tout à l'heure que les produits importés des fois coûtent beaucoup moins cher que des produits justement produits en France. Comment on l'explique? Je pense que tu as la réponse, tu peux nous l'expliquer. Et quelles conséquences finalement sur la production française? Parce qu'on déjà qu'on produit pas beaucoup, la main d'œuvre coûte cher. Quelles sont les conséquences à l'avenir? Est-ce qu'on importera davantage? Est-ce que c'est un vrai problème ça aussi? Ouais, c'est clairement un vrai problème. Tu parlais des produits de la fraise et qui est en origine Espagne moins cher que la française. Ouais. Après, c'est pas du tout les mêmes types de produits pour moi en termes de qualité. C'est pas il faut comparer des choses qui sont comparables, et je pense que c'est au consommateur, c'est le consommateur de toute façon le dernier qui va choisir le produit qui lui convient le mieux. Et s'il préfère acheter une fraise d'origine espagnole qu'une fraise française, c'est lui qui aura le dernier mot. Mais quand tu me posais la question, c'est quoi tout ce qui explique ces différences de prix? C'est les hommes, c'est l'énergie, ils ont plus de soleil en Espagne que peut-être que chez nous. Donc il y a plusieurs arguments, mais ce qui je pense qui est vraiment important, c'est de soutenir nous et ça c'est la responsabilité des acheteurs, de soutenir les productions qui sont en France, parce que on a besoin de manger des fruits et légumes. On est sur une population qui est vieillissante, et plus on vieillit, plus on mange des fruits et légumes. Donc c'est important que cette production-là soit durable et qu'on leur donne les moyens de rester là et de grandir. Oui. On va passer à un nouveau chapitre de ce podcast. On va parler du côté vente. Je parle des fournisseurs, des producteurs, des grossistes. Et on va aussi parler des produits qui sont dont c'est complexe à gérer. Déjà, est-ce qu'on peut faire la différence entre un produit de grande consommation et un produit fruits et légumes? Qu'est-ce qui différencie la vente de ces deux types de produits?
Ouais, tout à l'heure, je parlais de ça, c'est que les fruits et légumes, c'est des produits dont les quantités et la qualité varient malheureusement presque tous les jours, suivant la météo, suivant beaucoup de paramètres. Et donc, c'est très difficile d'avoir un produit qui est standardisé. C'est ce que tout producteur essaye de faire. Et il y a une autre chose qu'on contrôle beaucoup moins, c'est la demande. Ce week-end, il va faire très très beau. Ben, on peut imaginer que les consommateurs vont acheter plus de fraises, de melons, de tomates. Ouais. Et donc, on est toujours en recherche d'équilibre entre une production qu'on essaye au mieux de contrôler dans la volumétrie et une commercialisation où on va essayer de transmettre le maximum d'informations aux différents acteurs pour qu'ils puissent anticiper le surplus ou le moins de production pour être capable de rendre ce commerce le plus facile possible. Et c'est ça qui est la difficulté dans les fruits et légumes, c'est qu'on a de la tomate à l'instant T. On peut pas attendre une semaine pour vendre cette tomate. On est dans l'action, donc c'est toujours difficile par rapport aux produits périssables. Ouais. Ouais, moi, j'ai deux questions, tu vois, par rapport à ce que tu viens de dire. Comment on contrôle justement cette volumétrie ? Alors, on la contrôle. Tu parles de la production, c'est ça ? La production, oui. Bah, ils ont leurs habitudes. Ils voient sur le terrain ce qu'ils ont de disponible. Alors, il y a des produits comme la pomme de terre qui vont stocker, donc c'est beaucoup plus facile. Mais si je pense aux produits sous serre, fraises, tomates, poivrons, bah, ils sont capables, suivant la fleur, suivant le fruit, d'être capables de se dire dans 2-3 semaines, on aura tant de tonnage ou tant de kilos sur. Ils arrivent à le dire. Ouais, ils arrivent très bien à le dire. Ouais. Et ce qui est pas évident, c'est qu'ils arrivent à le dire, mais après au niveau du commerce, c'est très difficile de se dire j'ai un produit que je vends 1 euro maintenant ou 2 euros. Je sais que je vais être en surproduction dans 2 semaines. Est-ce que je prends mon téléphone pour appeler le grand distributeur pour lui dire, bah tiens, dans 2 semaines, j'aurai pas 100, mais j'aurai 200. Est-ce que tu peux faire une promo, le vendre à 80 ou l'acheter à 80 pour m'aider à faire plus de volume? Et ça, c'est un peu toute la difficulté dans la communication de la chaîne entre la production et la distribution. Ah, c'était ma deuxième question, justement, comment on communique quand on a un surplus par exemple de produits, comment on communique à un distributeur pour dire, voilà, dans 1 semaine, j'aurai peut-être 20% de production de plus que prévu. Comment je fais justement pour communiquer avec eux et quelle est leur réaction justement les distributeurs? Ouais. C'est encore une très bonne question parce que quand on est dans le commerce, plus on donne d'informations à notre client, plus il va pouvoir anticiper les choses. Et sur du vivant, c'est très compliqué à anticiper. Ouais, parce que même des fois, tu penses dans 2 semaines faire 50% de plus, et en réalité, tu vas faire 30, et tu t'es engagé sur 50% de plus, donc tu te mets en difficulté. Ouais. Mais après, c'est un échange avec le distributeur pour essayer de prévoir des opérations régionales ou nationales, et qu'ensemble, on essaie de trouver la meilleure solution. Ce qui n'est pas évident quand on est en production, c'est d'accepter d'anticiper une baisse de prix, parce que souvent une promotion c'est généralement ça va avec un prix. Ouais. Donc ça veut dire qu'on va anticiper une baisse du marché ou qu'on va volontairement nous-mêmes baisser nos prix pour avoir un peu plus de volume. J'ai été dans le commerce, on attend vraiment le dernier moment pour le faire. Et cette communication, alors tu parlais tout à l'heure des moyens traditionnels, ça se fait comment? Ça se fait par téléphone, par mail? Par téléphone, par mail, par messagerie instantanée, par SMS. On essaie de privilégier le téléphone sur ce type d'opération, ouais. Et c'est simplement l'après-midi, on prend le téléphone, on appelle l'acheteur, le sourceur. De manière très tradie, quoi. Il n'y a pas une plateforme finalement où on va se dire, je vais recenser un peu tous mes flux potentiellement entrants pour permettre au distributeur d'ajuster justement ses actions, quoi. Non, pas encore, non. Pas encore. Ouais. Alors, ça serait un rêve ou est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que c'est... Non, c'est pas un fantasme, c'est un peu aussi une des missions de Constantio, c'est de créer un écosystème complet qui permet aux producteurs d'avoir un outil pour être capable d'avoir à l'instant T les références avec les bonnes informations, les variétés, les photos des produits, et permettre aux acheteurs de grande distribution ou de grossistes de voir aussi à l'instant T ce qui est proposé par les fournisseurs. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Ouais. Et l'idée, c'est d'avoir le même langage pour tout le monde, pour qu'ensemble
on soit capable de fluidifier les échanges des produits, des fruits et légumes. Oui. Parce que derrière l'enjeu, il est quand même énorme. On parle beaucoup d'anti-gaspi au niveau des points de vente, Oui. mais on parle très peu de gaspillage alimentaire en amont. Oui, ça concerne énormément de produits. Je ne sais plus combien de produits sont jetés avant d'arriver à la centrale d'achat. C'est quand même assez important. L'enjeu, il est colossal pour eux aussi. Ils ont leurs responsabilités. Est-ce qu'il y a, j'imagine qu'il y a des ratés, des fois des commandes qui ne trouvent pas preneur. Moi, je le connais pas, je t'ai pas vu de mes propres produits, mais je pense que tu l'as connu. Oui. Comment on réagit? Est-ce que il n'y a pas des solutions demain justement pour arrêter ce gaspillage de masse? Déjà, tu parles du gaspillage de masse. Le chiffre qu'on a à peu près tous en tête, c'est 30% des fruits et légumes qui n'arrivent pas dans l'assiette du consommateur. Ce qui est énorme. Ce qui est complètement énorme. Et c'est vrai que, comme tu dis, il y a des solutions anti-gaspi en magasin. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de travailler l'amont. Et ça, c'est une des volontés de Constantio. Alors, une des fonctionnalités qu'on a, c'est qu'un producteur, en un clic, peut envoyer un message à ses clients ou à tous ses clients en disant, voilà, il est 11h, le commerce est calme, j'ai 3 palettes de melons à vendre, qui peut me donner un coup de main? Ouais. Donc, c'est ça, c'est donner les bons outils et pour vraiment fluidifier ces échanges-là. Ouais. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Ouais. Dernière question sur ce chapitre-là. Je suis assez surpris, encore, que la traçabilité des produits frais soit pas optimisée. C'est quoi pour toi la traçabilité? Qu'est-ce que tu attends de ça, toi, de ton côté? Est-ce qu'un producteur aujourd'hui est capable de dire que mon produit est vendu dans tel magasin? Non, il n'est pas capable, non. Ouais. Et est-ce que ça, c'est un enjeu important, je dis, pour les points de vente ou... Je pense que l'enjeu, d'abord, le plus important, c'est d'être capable en magasin d'identifier le producteur. D'être capable de... Ça, aujourd'hui, c'est pas possible. C'est possible sur la notion de local. Mais sur du local, sur du direct. Mais Après, des grandes marques... Savéole, Prince de Bretagne, on arrive à identifier clairement le produit en magasin. Ouais. Mais il y a vraiment, tu parles de cette volonté, on imagine un code QR que tu as sur la tomate ou le poivron, tu le scannes et automatiquement t'as l'information sur la production. Donc on n'y est pas. Nous, avec Constantio, c'est un de nos rêves, hein, clairement, hein, d'être capable de la graine au magasin. Alors, il y a pas mal de solutions de blockchain qui existent là-dessus, hein. Mais ce qui est important, c'est avant d'arriver sur un de ces rêves, c'est de créer un outil déjà qui fluidifie, qui est utilisé par les acteurs. Et après, clairement, tu peux mettre plein de fonctionnalités différentes et par exemple, la blockchain en fait partie, oui. C'était ma question sur le deuxième chapitre. On va passer maintenant à ta vision des produits frais. Et de la place du digital, justement, dans cette filière des fruits et légumes. Donc on a parlé de l'état de la filière au tout début du podcast. Comment s'intègre le digital aujourd'hui? Le digital au sens large, hein, on a parlé de communication, on a parlé aussi un peu de blockchain. Demain, on pourra même parler peut-être d'intelligence artificielle aussi. Quelle est la place du digital aujourd'hui dans cette filière? Dans cette filière, elle est encore minime. Beaucoup de gens utilisent WhatsApp, par exemple, pour échanger les informations. Okay. Et c'est assez rigolo parce que c'est très basique. C'est 3 palettes de melons calibre 11, livraison demain, point. Et ce qui est important, c'est que on veut bien sûr mieux communiquer, mais fluidifier les échanges. C'est que quand la personne communique une information, que ça rentre directement dans les différents systèmes d'information de la production, et que ça soit tracé exactement. Et ouais, ça c'est un point important. Donc la technologie rentre doucement dans les produits frais et on voit de plus en plus d'entreprises qui l'utilisent. Ouais. Et clairement, c'est intéressant parce que ça crée aussi beaucoup de confort dans ces sociétés parce qu'ils sont capables d'avoir sur leur téléphone portable à l'instant T les offres qu'ils ont disponibles actuellement. Si j'ai besoin de savoir la variété de l'abricot, je peux l'envoyer un petit lien, un code QR à mon client qui peut l'avoir directement. Oui. Tu disais en termes d'entreprise, qui l'utilise aujourd'hui? Alors côté producteur et côté distributeur? Alors côté distributeur, on commence à en parler avec des grands distributeurs français. On est actuellement sur 3 pilotes, okay. Sur 3 enseignes différentes, sur des familles de produits. Donc au niveau national déjà. Au niveau national, oui. Et on se rend compte que dans ces pilotes-là, c'est que le
le producteur ou la coopérative gagne du temps, gagne du confort, gagne de l'efficacité, et que l'acheteur aussi a un outil plus performant pour avoir à l'instant T l'ensemble de l'offre qui lui est proposée. L'acheteur au niveau national. Hein, l'acheteur au niveau national, oui. Alors, tu touches, donc quand tu me poses cette question-là, tu m'envoies une perche pour un autre sujet. C'est vrai qu'actuellement aussi, il y a plus de 400 magasins en France qui utilisent l'application Constantio pour gérer le commerce du magasin au producteur. Donc là, ça c'est le chef de rayon qui va demander à ses producteurs grossistes de mettre son offre sur l'outil et qui derrière va faciliter les achats. Oui. Et juste, on a parlé des distributeurs, et comment ça se passe du coup côté fournisseur? Alors déjà, comment ça se matérialise, cette arrivée justement de cet outil, et quel est le gain pour eux? Alors tu as parlé du gain du temps notamment, et qu'est-ce que ça change aussi d'un point de vue sociétal? Est-ce que ça évite peut-être de perdre de la marchandise aussi? Oui, il y a d'autres impacts derrière. Oui, complètement. Tu parles des erreurs de saisie de commande. En fin de compte, nous, on digitalise une commande d'une enseigne Intermarché qui est un format PDF. On est capable de lire le document PDF et l'envoyer directement dans le système d'information du fournisseur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quand on reçoit une commande d'une enseigne, il y a un numéro de commande à mettre. Certaines enseignes demandent 2 zéros avant le numéro de commande, et si on oublie ces chiffres-là, la commande est bloquée derrière pour paiement. Donc nous, ce qu'on sait vraiment, c'est de faciliter tout ça, L'enjeu derrière tout ça, c'est bien, on parle de digitalisation, on parle de la filière. L'enjeu de tout ça, on parlait de ça un peu en off tout à l'heure, c'est demain de changer d'offre au niveau des points de vente. Aujourd'hui, 95% de l'empreinte carbone de la grande distribution provient de l'offre. Contrairement à ce qu'on peut penser, l'infrastructure, etc., les panneaux solaires, etc., c'est très joli, mais c'est pas ça qui va réduire l'empreinte du secteur. Là où on peut vraiment agir, là où les enseignes peuvent vraiment agir, c'est sur l'offre. Il y a une tendance à aller vers le local. Alors, les chiffres sur l'offre locale, elle est très complexe selon les points de vente. Certains disent que c'est 3%, certains disent que c'est 25%. C'est très compliqué à avoir un chiffre précis. Est-ce que vous en avez un? Peut-être précisément sur les fruits et légumes, par exemple. On n'a pas de chiffre précis là-dessus. Par contre, ce qu'on a mis en place et qui n'est pas sorti encore sur la version production, donc la version qui est utilisée par les opérateurs actuellement sur Constantio, c'est qu'on est capable de mesurer l'impact environnemental d'un produit. Alors le mesurer, nous, on utilise les normes européennes actuellement, et ce qu'on mesure, c'est le nombre de litres d'eau utilisés pour faire 1 kilo de tomates, c'est le CO2 utilisé, et s'il y a du plastique sur une barquette on est capable de le mesurer. On mesure l'empreinte carbone d'un produit. Ouais. On mesure l'empreinte carbone d'un produit, et on va même plus loin. C'est de se dire, le produit il part de Brest, il va arriver à Lille. Et on va aussi, bien sûr, inclure le transport dedans. On n'y est pas encore là-dessus. Là, on s'est vraiment concentré sur le produit, de la production. Mais après, on n'a plus qu'à aller sur les différentes étapes pour, j'imagine, rapidement être capable d'avoir le produit en point de vente et d'avoir le bilan carbone, comme on dit, du produit. Oui, parce qu'on peut imaginer que dans un futur proche, que chaque produit aura une étiquette avec justement son empreinte carbone. Je crois que ce sera obligatoire d'ailleurs en 2024-2025. Peut-être plus 2025 que 2024, mais on aura cette étiquette et libres seront les enseignes de l'afficher ou pas. Ce sera aussi un indicateur un vecteur d'image aussi pour l'enseigne, pour montrer qu'elle est proche de ses clients, de ses producteurs, qu'elle favorise aussi l'économie locale. Il y a un vrai sujet autour de l'offre locale. C'est pas que la com, c'est aussi, c'est pas que de l'écologie. Il y a un vrai enjeu de fidélisation, un vrai enjeu d'image. Ça, vous le ressentez au niveau des enseignes, vous discutez avec des points de vente, vous discutez avec des enseignes, ça, vous le ressentez. Tu viens de le dire, cette notion d'être capable de mesurer par fournisseur ou par produit l'impact environnemental, il est compliqué. Et comme on a au cœur de Constantio, c'est les commandes, donc on est capable actuellement de mesurer cette empreinte par commande, par palette, par colis. Et donc de pouvoir identifier demain le pourcentage de l'offre locale en magasin. Alors ça, on peut l'imaginer complètement. Techniquement, Sans faire
comment dire, sans se battre avec la centrale d'achat qui, elle aussi, a ses enjeux économiques. Oui. Comment justement vous optimisez cette relation? Notre objectif, c'est de créer de la valeur sur tout le système. Donc on n'a pas pris parti de travailler plus avec des magasins qu'avec des centrales. Ouais. Ce qu'on a vraiment pris parti, c'est de créer de la valeur pour tous ces acteurs, pour être meilleurs d'une façon globale. Ouais. Donc l'outil, il est très bien utilisé par des coopératives en centrale et, comme tu disais tout à l'heure, par des magasins avec des petits producteurs. Ouais. Et il reste presque le même. Ouais. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est de créer cet écosystème pour fluidifier les échanges des produits frais, tout en gardant la valeur de chaque acteur. Ça, c'est très important. Ça, c'est pour nous, c'est le grossiste, il est là, il sera toujours là, et on a besoin d'eux, parce que autour du grossiste, il y a des producteurs, et ils sont capables de massifier des transports pour livrer les écoles, des hôpitaux et des magasins aussi. Ouais. Juste pour revenir sur le CO2, enfin sur l'empreinte carbone, parce que ce bilan il sera rendu obligatoire bientôt pour les entreprises de plus de 500 salariés, je crois, si je ne me trompe pas. Comment mettre ma question compliquée, comment accompagner les producteurs justement de cette démarche, parce qu'ils n'ont pas les moyens aujourd'hui de remonter ces infos. Comment vous le faites? Comment on peut les accompagner? Comment et ça c'est une de nos grandes batailles. Concernée aussi, non? Ouais, alors elle est concernée, c'est parce qu'elle est éleveuse, mais comment? C'est de leur donner des outils pour être capable de mesurer. C'est ça la clé. Et si on regarde sur la partie fruits et légumes, le premier outil, c'est qu'on part sur des référencements européens, et derrière, on va être capable au niveau national, même peut-être régional, de s'approcher de personnes qui sont compétentes pour mesurer, et on va aller dans cette direction-là. Et c'est ça qui est très très important pour moi dans la filière des fruits et légumes, c'est que globalement, je trouve qu'il y a un manque d'outils pour mieux travailler. Et j'ai été de l'autre côté. Hein. La problématique ma question de départ, c'est la problématique elle est là. En fait. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être j'aurais dû commencer comme ça. Mais c'est ça. Ce qui est important pour moi, ce qui m'anime au quotidien, c'est de dire comment je peux te donner des outils pour mieux travailler. Et j'espère que Consentio, sur son impact environnemental, jouera un rôle important. Donc, on a déjà tout préparé en version bêta, comme on dit. Donc, c'est prêt à être lancé. Par contre, on attend encore un peu parce que l'impact, il est aussi important dans le sens où une fraise de Brest comparée à une fraise de Maroc, quel est l'impact de deux, en sachant que peut-être la fraise, elle est chauffée à Brest et qu'elle est en plein soleil au Maroc. Donc, on n'a pas encore vu tous ces résultats. C'est un monde complexe. Ouais. Donc c'est un peu la question que tu posais tout à l'heure, la fraise espagnole ou la fraise française. Moi, j'achète que de la fraise française. Et ma femme attend que la fraise française soit sur le marché, ou moi-même quand je vais faire les courses pour acheter le bon produit. Donc c'est d'autres problématiques qui arrivent après. Mais on avance, c'est plus important. Je sais que j'ai fait un podcast il y a pas très longtemps qui sera mis en ligne dans quelques semaines. Enfin, il sera déjà mis en ligne quand on aura sorti ce podcast. Et l'agence qui accompagnait justement le producteur d'haricots verts, il disait que les haricots verts de Madagascar étaient plus écologiques que ceux produits en France. Ouais. C'est affolant. Alors, ils arrivent en bateau, ce qui explique aussi pourquoi c'est aussi vertueux, mais il y a des différences, il y a des idées reçues par rapport à la production, on ne se rend pas compte, mais c'est pas parce qu'un produit vient de très loin qu'il est forcément polluant en quelque sorte. Il sera moins frais, je pense, déjà. Parce qu'il y a il y a du temps de transport. Il y a une côté fraîcheur, effectivement. Ouais, et c'est, mais encore une fois, c'est ça, c'est que s'il y a de l'haricot de Madagascar, c'est parce que c'est l'hiver et qu'il n'y a pas de la production française. Et il y a des consommateurs qui veulent de l'haricot. Après, c'est la responsabilité. Et on le voit, hein, des enseignes qui deviennent de plus en plus, on va dire, d'une façon logique, en disant, la fraise, c'est du 1er avril, jusqu'à fin août, et point. Et après, on met la place à d'autres produits dans les rayons. Ouais. On arrive à notre dernier chapitre. On a parlé un petit peu de Consentio. Alors, on vous connaît depuis longtemps maintenant. Ça fait, je pense, plus d'1 an et demi qu'on a dû faire le premier jeu concours du plus beau rayon fruits et légumes de France, avec les équipes notamment de Benoît en France. Oui. On va parler de Consentio, qui a l'air d'être un outil qui va révolutionner un peu le commerce des fruits et légumes. Concrètement, est-ce que tu peux nous présenter déjà sur quelle idée, sur quel constat cette boîte s'est créée? Alors, ça a été créé par Vincent et Benoît, tu vas pouvoir nous dire un peu plus sur leur parcours aussi. Concrètement, voilà, c'est quoi Consentio et c'est quoi votre mission?
Bah alors, tu parlais des deux fondateurs qui sont des Français, Benoît Vandeviver qui est quelqu'un qui a travaillé sur les réseaux sociaux pour différentes grosses entreprises qui ont été vendues. Alors je sais plus trop les noms, il y en a eu tellement et après il y a Vincent Rousseau qui a été dans l'équipe fondatrice de Blablacar. Donc eux c'est des gens qui sont très technologie, très recherche de solutions. Et ils ont fait un constat assez clair quand ils ont monté Constantio, c'est que qu'ils allaient en France, aux Pays-Bas, en Espagne, aux États-Unis, tout le monde travaillait de la même façon et d'une façon qui était très 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 traditionnelle. Et ils se sont dit il y a sûrement des choses à faire pour optimiser ce travail. Et surtout, dans leur tête, c'est de réduire le gaspillage alimentaire. Ça, c'est vraiment la grande mission. La mission de Constantio, c'est de protéger la nourriture. Alors, c'est d'utiliser la technologie pour protéger la nourriture que nous mangeons. Ça, c'est vraiment la mission. Et alors, Constantio, qu'est-ce que c'est? C'est un écosystème complet qui permet de fluidifier les mouvements des fruits et légumes, des produits frais, en gardant les acteurs actuels, en gardant la valeur de chaque acteur. Ça, c'est vraiment très important. Et donc, concrètement, c'est une plateforme privée où les producteurs vont mettre en ligne leurs produits. C'est des outils, des fonctionnalités qui permettent à des coopératives d'avoir les commandes de façon intelligible dans leur ERP, dans leur système d'information, pour gagner du temps, pour gagner dans la prise de décision. C'est un outil qui permet d'avoir à l'instant T l'ensemble des ventes qu'ils ont réalisées pour prendre, si besoin, des actions par rapport à des situations de surproduction. Et comme tu disais, après, le champ, il est très large. Hein. Tu parlais d'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on a en tête, qu'on travaille. C'est la météo, quel moment de l'année, est-ce qu'il y a un week-end prolongé, d'aider ces producteurs à anticiper les besoins possibles. Ouais. En termes de chiffres, tu parlais de 400 points de vente en France tout à l'heure. Est-ce qu'on peut donner d'autres chiffres? Parce que vous ne travaillez pas qu'en France, vous travaillez aussi en Espagne, je crois, aux États-Unis. Oui. Vous pouvez donner quelques chiffres? Alors, en quelques chiffres, donc on a une équipe qui est basée principalement en Espagne, c'est l'équipe technique. On a une équipe en France avec Benoît Mottet qui chapeaute ce travail. On a une équipe aux Pays-Bas et aux États-Unis. Okay. Quelques chiffres, on est plus d'une trentaine de salariés. Il y a, je pense, 13 000 personnes qui utilisent l'application actuellement. Ouais. Dans le monde, ouais. En termes de transactions, on devrait passer le milliard d'euros de transactions. Donc ça, et c'est surtout ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation de cette croissance. Mais pour moi, le plus important, c'est que on crée de la valeur pour tous les acteurs du commerce des produits frais. Et ça, c'est vraiment ce qui nous anime. C'est que on gagne en confort, on gagne en efficacité, que ce soit au niveau achat et vente. Et c'est ça qui est intéressant. Et vas-y, pardon, je te coupe. Ce milliard de transactions, il est concentré où? J'avais pas connaissance de ce chiffre. Mais... Ouais, alors c'est le volume de transactions qui est fait sur l'outil. Ouais. C'est quoi? C'est peut-être l'Espagne, la France, c'est plus dynamique ou... Alors les États-Unis, c'est très dynamique. Ouais. Et je suis impressionné parce que j'ai participé à des réunions avec des entreprises américaines et j'avais l'impression d'être dans mon ancienne boîte. Ouais. C'est exactement les mêmes personnages, les mêmes problématiques. Alors les Américains, ils utilisent une fonctionnalité qu'on appelle Magic Order chez nous, qui est la possibilité de recevoir les commandes par différents formats dans leur ERP, système d'information, et créer de l'intelligence dessus. Et on voit que eux, quand ils voient la solution, ils vont très vite dans la prise de décision. Donc la répartition du chiffre, c'est 60% d'Europe et 40% États-Unis pour l'instant. Ouais. Donc quand même, l'Europe est quand même presque plus dynamique. Complètement, oui. Pas mal. Vous avez des bureaux? On a en Californie, à côté de San Francisco. Et après, en France, c'est Barcelone en Espagne, c'est Barcelone et Madrid. Et en France, on est tous en home office pour l'instant, oui. Alors, je ne sais pas si on peut le dire, si c'est confidentiel, mais vous avez signé avec 3 enseignes. Est-ce qu'on peut les citer? Parce que vous êtes très discret, finalement, dans votre communication. Première question, déjà, avec qui vous travaillez en France, en termes d'enseignes, et que vous disent les patrons que vous rencontrez aujourd'hui? Alors, on travaille avec 70%, je pense, des centrales, des enseignes. Ah oui. Donc, ça va d'Intermarché, Carrefour, Système U,
Auchan, toutes ces grandes enseignes. On est discret parce que on m'a toujours dit qu'il fallait se concentrer à faire un bon travail et que derrière, si le travail était bien fait, les gens utiliseraient la solution. Donc on s'est vraiment concentré pendant... alors moi j'y étais client, mais de 2018 à 2021, ils se sont vraiment concentrés à réaliser un produit, un service produit qui soit puissant par rapport au marché. Et pour répondre à ta question, non, les enseignes, on n'a pas besoin de les citer parce qu'ils n'ont pas besoin d'être cités eux aussi, je pense. Mais notre volonté, c'est que ça devienne disponible et utilisé par toutes les enseignes. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est que les enseignes font le constat aujourd'hui que l'offre locale est un vrai sujet pour eux, dans notamment la réflexion de la décarbonation de l'offre. Donc ma question, c'était surtout qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils vous rencontrent et concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de vous en fait? Ouais, qu'est-ce qu'ils nous disent, c'est que souvent ils sont positivement surpris de ce qu'on est capable de faire. Et on met en place des pilotes pour qu'ils puissent tester, voir l'impact que ça peut avoir dans leur organisation. Donc, j'ai pas encore un retour assez important. Alors, si tu vas avoir un chef de rayon, tu t'en as vu, ça devient du quotidien. Ils sont habitués, en un clic, ils peuvent commander, répéter une commande, donc ça devient quelque chose de facile. Après, quand on a une dimension plus nationale ou internationale, on n'a pas encore assez de recul pour avoir le retour de ces grandes enseignes. Après, ça serait intéressant d'ici quelques mois de leur demander. Je serais content de te revoir et de partager cette expérience. Ouais. Dernière question, Jonathan. On a parlé de beaucoup de choses dans ce podcast. Quelle est ta vision à 2030 du commerce du fruit et légumes? J'ai l'impression qu'il y a une grosse révolution qui s'y prépare. Quelle est selon toi les grandes étapes, les grands jalons qui vont arriver là pour le commerce? Oui, c'est une très bonne question. Mais sur la révolution, d'abord, on voit que les produits frais, que ce soit poisson, viande ou fruits et légumes, ils prennent une place très importante dans le magasin. C'est difficile de se différencier sur une bouteille d'Orangina. Tout le monde est à peu près aligné en prix, alors que la gestion d'un rayon de fruits et légumes, il est très très important. Donc moi, ma vision, elle est assez simple, comme tu disais, une transparence dans la production, une montée du produit local, des magasins où on va se faire plaisir à aller faire nos courses, parce que il y aura peut-être que des rayons plus concentrés sur les produits frais. Et clairement, on voit la tendance des drives. On va de plus en plus acheter des produits de grande consommation lourds directement sur Internet et se faire plaisir en magasin. Donc la notion de plaisir va augmenter pour moi dans les magasins. Oui. Ce sera le mot de la fin, Jonathan. Merci beaucoup pour ce podcast, pour cet échange très passionnant. Merci à toi, j'ai passé un bon moment.